Le métal hurle contre la pierre. Dans le tunnel de la Pointe Rouge, ce 3 novembre 1904, quelque chose vient de briser l'ordre du monde. 32 âmes ont disparu entre deux battements de cœur, avalées par l'obscurité, comme si la terre elle-même avait décidé de les effacer. Et dans le silence épais qui suit, un homme comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Gabriel Montrose a 38 ans et le visage creusé par 20 années de service au chemin de fer. Ses mains portent les cicatrices du charbon et de la vapeur. Ses yeux gris reflètent la méfiance naturelle des hommes qui ont vu trop de morts sur les rails. Ce soir-là, il est le contremaître de nuit à la petite gare de Cassis. Il ne conduit plus depuis que l'alcool l'a chassé des locomotives. Maintenant, il attend. La pluie tambourine contre les vitres sales du bureau télégraphique. L'odeur d'huile de lampe se mêle à celle du tabac froid et du bois humide. Gabriel regarde l'horloge murale. 23h52. Le convoi de Marseille aurait dû apparaître il y a 5 minutes. Son fanal aurait dû trouer la nuit méditerranéenne. Son sifflet aurait dû déchirer le silence. Mais il n'y a rien. Seulement la pluie battante, seulement le vent qui fait gémir les fils télégraphiques comme des cordes de violon désaccordées. Il se lève, fait craquer ses articulations raidies par l'humidité. Ses bottes résonnent sur le plancher de bois tandis qu'il s'approche de la fenêtre couverte de buée. Au-delà des rails luisants de pluie, la falaise se dresse comme une muraille noire contre le ciel d'encre. Le tunnel de la Pointe Rouge s'ouvre là-bas, une gueule béante dans la roche calcaire. Les gens du coin l'appellent autrement. La bouche du diable. Gabriel a toujours trouvé ce nom ridicule, fruit de superstitions paysannes, jusqu'à cette nuit. Le télégraphe cliquette soudainement, brisant le silence oppressant. Gabriel sursaute malgré lui, reverse presque sa tasse de café froid. Il traverse la pièce en 3 enjambées, ajuste ses lunettes à monture métallique, les doigts tremblants, il déchiffre le message morse. C'est Théophile Garnier, l'opérateur de la gare Saint-Charles à Marseille. Convoi. 47, parti, 23h12. Stop, 32, passagers. Stop, maquiniste, Dutour. Stop, destination Toulon. Stop, confirmé passage. Stop. Gabriel sent quelque chose se glacer dans sa poitrine. Il vérifie à nouveau l'horloge. Minuit moins 3. Le tunnel de la Pointe Rouge ne fait que 800 mètres. À vitesse normale, un convoi le traverse en 3 minutes. 4, tout au plus. Cela fait maintenant 40 minutes que le train aurait dû en sortir. Ses doigts trouvent le manipulateur du télégraphe. Il tape sa réponse, chaque clic résonnant comme un glas dans la nuit pluvieuse. Convoi. Non arrivé. Stop, aucun signal. Stop, aucune fumée. Stop demande vérification immédiate. Stop. La réponse de Garnier est immédiate, presque hystérique. Impossible, stop, départ confirmé. Stop, maquiniste Dutour expérimenté. Stop, 22 ans. Service. Stop, que se passe-t-il? Stop. Gabriel ne répond pas immédiatement. Il retire ses lunettes, frotte ses yeux fatigués. La logique ferroviaire est simple, implacable. Un train ne disparaît pas. Il déraille, s'arrête, explose parfois dans une gerbe de vapeur et de métal tordu. Mais il ne s'évanouit pas comme de la fumée. Il enfile son manteau de laine, attrape sa lanterne à pétrole, son sifflet réglementaire en cuivre. Avant de sortir, il jette un dernier regard au télégraphe. Les mots de Garnier semblent le narguer dans la lumière tremblante. Maquiniste Dutour expérimenté. Gabriel connaît Émile Dutour depuis 15 ans. Un homme solide, sobre, méticuleux. Pas le genre à commettre une erreur, pas le genre à disparaître sans laisser de traces. L'air nocturne le gifle quand il sort. Le vent de mer porte une odeur de sel et d'algues pourries, mêlée à quelque chose de plus sombre, presque métallique. Il allume sa lanterne et se met en marche le long des rails. La pluie a cessé, mais le sol est détrempé, transformant le ballast en boue glissante. À chaque pas, ses bottes s'enfoncent avec un bruit de succion obscène. Le tunnel se rapproche. Dans la lumière dansante de sa lanterne, Gabriel distingue l'arche de pierre, les parois noircies par des décennies de fumée. L'entrée ressemble à une plaie dans la falaise, suintante et malsaine. Il s'arrête à quelques mètres, lève sa lanterne. Les rails disparaissent dans l'obscurité absolue. Aucune lumière, aucun bruit, rien qui suggère la présence d'un convoi. Il porte son sifflet à ses lèvres et souffle 3 fois. Le son strident se répercute contre la pierre, s'engouffre dans le tunnel, meurt quelque part dans les profondeurs. Gabriel attend. 10 secondes, 20, 30, pas de réponse.
Pas d'écho de voix humaine, pas de cris de panique, pas de gémissements de blessés. Le silence est total, anormal, même vide. Un tunnel possède toujours une présence sonore, une résonance particulière. Celui-ci semble étouffé, comme si l'obscurité elle-même absorbait tout bruit. Gabriel fait un pas en avant, puis un autre. Le cercle de lumière de sa lanterne révèle les rails mouillés, les traverses de bois sombres, les parois suintantes. Il avance lentement, méthodiquement, ses yeux scrutant chaque détail. À 50 mètres de l'entrée, il s'arrête net. Là, sur le rail gauche. Quelque chose brille. Il s'accroupit, approche sa lanterne. C'est une trace fraîche, un frottement récent dans la rouille. Le rail a été poli, nettoyé par le passage d'une roue. Gabriel suit la trace du regard. Elle continue vers l'intérieur du tunnel, claire et évidente. Puis, à environ 100 mètres de l'entrée, elle s'arrête brutalement. Comme si le train avait cessé d'exister. Gabriel se relève lentement, le cœur battant. Il avance jusqu'à l'endroit où les traces s'interrompent. Là, dans le faisceau de sa lanterne, il découvre autre chose, une odeur. Forte, âcre, du métal brûlé. Mais pas de la manière habituelle, c'est différent. Plus intense, plus chimique. Il balaye les parois du tunnel avec sa lanterne. La pierre est humide, couverte de mousse et de suie ancienne. Rien d'inhabituel. Il baisse les yeux vers le sol, et son sang se glaça. Une valise, posée là au milieu des rails comme si quelqu'un l'avait simplement déposée. Elle est en cuir brun, avec des coins renforcés de laiton. Le genre de bagage qu'un voyageur aisé emporte pour un long voyage. Gabriel s'agenouille, tend une main prudente. Le cuir est tiède. Impossible, l'humidité du tunnel, le froid de novembre. La valise aurait dû être glacée. Pourtant, elle pulse d'une chaleur douce, presque vivante. Gabriel défie les fermoirs avec des doigts tremblants. Le clic métallique résonne comme un coup de feu dans le silence. À l'intérieur, des vêtements soigneusement pliés. Une robe de femme en soie bleue, une chemise d'homme blanche impeccablement repassée. Un nécessaire de toilette en argent et glissé entre les plis du tissu, un cadre photographique. Gabriel le retourne. Dans la lumière jaune de sa lanterne, il distingue 3 visages. Une femme d'une trentaine d'années, élégante, au regard sérieux. Un homme plus âgé, moustache soignée, chapeau haut de forme. Et entre eux, une fillette d'environ 6 ans, en robe blanche, qui ne sourit pas. Il ne reconnaît pas les visages, mais quelque chose dans leurs yeux le trouble profondément. Il regarde l'objectif avec une expression étrange, presque résignée, comme s'il savait déjà qu'il ne reviendrait pas de ce voyage. Gabriel glisse la photographie dans sa poche et referme la valise. Il doit retourner à la gare, envoyer un télégramme d'urgence, mobiliser les équipes de recherche. Mais alors qu'il se relève, sa lanterne éclaira quelque chose d'autre. Sur la paroi du tunnel, à hauteur d'homme tracée dans la suie humide. Un mot, un seul mot, écrit d'une main tremblante, les lettres dégoulinantes comme du sang. Revenu. Gabriel recule, manque de trébucher sur un rail. Sa respiration s'accélère, son cœur cogne si fort qu'il en a mal. Revenu. Revenu d'où? Revenu comment? Et surtout, qui a écrit cela? La flamme de sa lanterne vacille soudainement, comme soufflée par un courant d'air. Mais il n'y a pas de vent dans le tunnel. Gabriel lève les yeux vers l'obscurité devant lui, et dans cette seconde d'hésitation, il entend quelque chose qui lui glace le sang. Un sifflet, lointain, étouffé, venant du fond du tunnel, le sifflet d'une locomotive. L'aube se lève sur Marseille dans des teintes de cendre et de sang. Gabriel n'a pas dormi. Il est assis dans le bureau du commissaire Armand Vauquelin, au 2e étage du commissariat central de la rue de Rome, les mains serrées autour d'une tasse de café froid. La photographie trouvée dans la valise est posée sur le bureau entre eux, 3 visages fantomatiques qui semblent les observer avec reproche. Vauquelin est un homme corpulent aux cheveux grisonnants, le visage marqué par 30 ans de service dans la police marseillaise. Il a vu des noyés repêchés dans le vieux port, des règlements de compte au couteau dans les ruelles de la Belle de Mai, des corps démembrés cachés dans les caves du quartier du Panier. Mais cette affaire le dépasse. Cela se lit dans ses yeux, dans la manière dont ses doigts pianotent nerveusement sur le bois du bureau. Les équipes de recherche ont passé toute la nuit dans le tunnel. 30 hommes avec des lanternes, des chiens, des cordes. Ils ont parcouru chaque centimètre du passage, sondé chaque fissure dans la roche. Rien, pas de corps, pas de débris, pas de traces de lutte ou d'accident. Juste cette valise tiède et ce mot tracé dans la suie. Revenu.
Gabriel regarde par la fenêtre. En contrebas, Marseille s'éveille dans son habituel chaos. Les cris des marchands du marché des Capucins montaient jusqu'à eux, mêlés aux klaxons des premières automobiles et aux hennissements des chevaux de fiacre. La vie continue, indifférente au fait que 32 personnes ont été effacées de la réalité. La liste des passagers, dit Vauquelin d'une voix rauque. Il pousse un registre vers Gabriel. Reçu ce matin de la gare Saint-Charles. Regardez les 3 derniers noms. Gabriel prend le document. L'écriture est soignée, officielle. Il parcourt les noms. Des gens ordinaires pour la plupart, des commerçants, des employés, quelques bourgeois. Puis il arrive aux 3 derniers. Madame Clémentine Dufour, 34 ans, sans profession. Adresse, 14 rue Sainte, Marseille. Monsieur Henri Dufour, 61 ans, notaire à la retraite. Même adresse. Mademoiselle Léonie Dufour, 6 ans. Même adresse. Gabriel lève les yeux vers Vauquelin. La famille de la photographie. Le commissaire hoche la tête. J'ai envoyé 2 agents vérifier l'adresse ce matin. Il marque une pause, allume un cigare avec des gestes lents. La fumée monte vers le plafond jauni. La maison est vide, fermée depuis 3 semaines. Les voisins disent que la famille est partie pour Nice fin octobre. Alors ils sont revenus pour prendre ce train. C'est ce qu'on pourrait penser. Vauquelin souffle un nuage de fumée. Sauf que j'ai aussi vérifié autre chose, les registres d'état civil. Il ouvre un autre dossier, tourne les pages avec une lenteur délibérée. Madame Clémentine Dufour, décédée le 28 septembre 1904, fièvre typhoïde, enterrée au cimetière Saint-Pierre. Le silence tombe comme une pierre dans un puits. Gabriel sent sa bouche devenir sèche. Monsieur Henri Dufour, continue Vauquelin d'une voix plate, décédé le 15 août 1904, crise cardiaque, même cimetière, caveau familial. Et la petite? Vauquelin ferme le dossier avec un bruit sec. Mademoiselle Léonie Dufour, décédée le 3 juillet 1904, scarlatine. Il plante son regard dans celui de Gabriel. Elle avait 6 ans, comme sur votre photographie. Gabriel se lève brusquement, renversant presque sa chaise. Il fait quelques pas vers la fenêtre, les mains tremblantes. Son esprit rationnel, forgé par des années de mécanique et de précision ferroviaire, refuse ce qu'il vient d'entendre. Les morts ne montent pas dans les trains. Les morts ne voyageant pas avec des valises pleines de vêtements soigneusement pliés. Il doit y avoir une erreur, dit-il sans conviction. Des homonymes, une confusion administrative. J'ai pensé la même chose. Vauquelin se lève à son tour, s'approche d'une armoire métallique. Il en sort 3 photographies mortuaires, le genre de portrait que les familles font prendre des défunts avant l'enterrement. Une pratique macabre mais courante. Il les étale sur le bureau. Gabriel s'oblige à regarder. La femme en robe sombre, les yeux fermés, les mains croisées sur la poitrine, l'homme en costume, la moustache cirée, le visage cireux, et la petite fille en blanc, une poupée serrée contre elle. C'est eux. Exactement eux. Les mêmes visages que sur la photographie trouvée dans la valise. Il y a autre chose, dit Vauquelin. Sa voix a pris une tonalité étrange, presque hésitante. J'ai fait exhumer leur tombe cette nuit. Gabriel se retourne brusquement. Vous avez quoi? Ordre du procureur. Circonstances exceptionnelles. Le commissaire écrase son cigare dans un cendrier. Les cercueils sont vides, les 3. Pas de corps. Juste des vêtements et du sable. Le monde semble vaciller autour de Gabriel. Il s'agrippe au rebord du bureau, sent le bois dur sous ses paumes moites. Ce n'est pas possible. Et pourtant, Vauquelin retourne s'asseoir, soudainement épuisé. J'ai aussi vérifié les autres noms de la liste des passagers. Sur les 29 restants, 18 étaient des gens normaux, vivants. Ils ont été vus montant dans le train. Des témoins les ont identifiés, et les 11 autres. Morts. Le mot tombe comme une sentence. Tous décédés entre juin et octobre 1904. Diverses causes. Maladie, accident, vieillesse, et tous enterrés dans des cimetières de Marseille et des environs. Gabriel se rassoit lentement. Son cerveau refuse de fonctionner normalement. Il a l'impression de se noyer, de s'enfoncer dans quelque chose de visqueux et d'incompréhensible. Vous êtes en train de me dire que 14 morts ont pris le train cette nuit. 14 morts et 18 vivants. Vauquelin se frotte les yeux. Un convoi de chair et de fantômes. Un silence pesant s'installe. Dehors, une cloche d'église sonne 7 coups. Gabriel pense aux passagers vivants, à ces 18 personnes normales qui sont montées dans le train sans savoir qu'elles voyageaient avec des cadavres ambulants. Que leur est-il arrivé? Sont-elles mortes dans le tunnel? Ont-elles disparu avec les autres? Il faut continuer les recherches, dit-il finalement. Fouiller plus loin,
Peut-être que le train a déraillé après le tunnel. Nous avons vérifié. Vauquelin ouvre un autre dossier, celui-ci rempli de rapports manuscrits. La ligne a été inspectée sur 50 km. Pas de traces de déraillement. Les rails sont intacts. Alors où est-il? Vauquelin ne répond pas immédiatement. Il regarde la photographie des Dufour, ces trois visages figés dans une immobilité qui ressemble maintenant à une prémonition. Après un long moment, il dit « Il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Une femme. Elle vit dans le quartier du Panier. Elle s'appelle Marguerite Sevran. Qui est-ce? Une voyante. » Une diseuse de bonne aventure. Vauquelin lève une main avant que Gabriel ne puisse protester. « Je sais ce que vous pensez, mais elle a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Des archives, des histoires anciennes sur cette ligne de chemin de fer. Des superstitions, peut-être, mais nous n'avons rien d'autre. » Le commissaire se lève, contourne son bureau, pose une main lourde sur l'épaule de Gabriel. « Écoutez, je suis un homme rationnel. J'ai passé ma vie à résoudre des crimes avec de la logique et des preuves. Mais cette affaire, il secoue la tête. Cette affaire n'obéit pas aux règles normales. » Gabriel veut refuser. Tout en lui, sa formation d'ingénieur, sa compréhension mécanique du monde, rejette l'idée de consulter une charlatane. Mais il repense au sifflet qu'il a entendu dans le tunnel, au mot « revenus » tracé dans la suie, à cette valise tiède contenant les affaires de personnes mortes depuis des mois. « Donnez-moi l'adresse, dit-il. La maison de Marguerite Sevran est coincée entre un atelier de cordonnerie et un immeuble délabré dont les volets pendent de travers. Le quartier du Panier est un dédale de ruelles étroites où le soleil ne pénètre jamais vraiment, où l'odeur de poissons et d'ordures imprègne les pierres anciennes. Des enfants aux pieds nus jouent dans le caniveau. Des femmes en fichu noir bavardent sur le pas des portes. Gabriel frappe à la porte de bois écaillée. Pas de réponse. Il frappe à nouveau, plus fort. Cette fois, il entend des pas traînants. La porte s'entr'ouvre sur une chaîne rouillée. Un œil méfiant l'observe. « Madame Sevran, je suis Gabriel Montrose. Le commissaire Vauquelin m'envoie. » Un silence. Puis la chaîne glisse. La porte s'ouvre complètement. La femme devant lui doit avoir une 60aine d'années. Le dos courbé, les mains noueuses. Mais ses yeux sont vifs, perçants, d'un bleu délavé presque transparent. « Entrez, dit-elle simplement. L'intérieur est sombre, encombré, sans la cire et les herbes séchées. Des bougies brûlent sur toutes les surfaces, projetant des ombres dansantes sur les murs. Des étagères croulent sous le poids de livres anciens, de bocaux contenant des substances indéfinissables, de statuettes religieuses. Gabriel doit se baisser pour éviter un mobile fait d'os et de plumes qui pend du plafond. Marguerite le conduit à une table ronde, couverte d'un tissu brodé. Elle s'assoit avec un soupir, lui fait signe de l'imiter. « Vous êtes celui du train, dit-elle. Ce n'est pas une question. Comment savez-vous » Elle a un sourire sans joie. Tout Marseille ne parle que de ça depuis ce matin. Le convoi fantôme, les disparus de la Pointe Rouge. Elle pose ses mains sur la table, paume vers le ciel. Mais ce n'est pas la première fois. Gabriel se penche en avant. Que voulez-vous dire? Ce tunnel. Marguerite ferme les yeux comme si elle visualise quelque chose. Il a été percé en 1863, 41 ans. 41 ans de malheur. Elle rouvre les yeux, fixe Gabriel avec une intensité troublante. Vous savez comment ils l'ont creusé? De la dynamite, des ouvriers, la méthode habituelle. 137 hommes sont morts pendant les travaux. Sa voix devient un murmure rauque. Éboulement, explosion, gaz toxique. Il travaillait dans des conditions épouvantables. 16 heures par jour, pas de sécurité. Quand un homme mourait, on le sortait. On jetait son corps dans une fosse commune et on envoyait le suivant prendre sa place. C'est horrible, mais pas inhabituel pour l'époque. Ce n'est pas tout. Marguerite se lève, fouille dans une armoire, en sort un cahier relié de cuir craquelé. Elle le pose devant Gabriel, l'ouvre à une page marquée d'un ruban noir. « Lisez. » C'est un journal manuscrit, l'écriture presque illisible, les pages tachées et jaunies. Gabriel se penche, déchiffre lentement. 12 mars 1863. Aujourd'hui, nous avons trouvé quelque chose. Une cavité naturelle derrière le calcaire. Une grotte. L'ingénieur a ordonné de continuer, de percer à travers. Mais les hommes ont peur. Ils disent que l'air qui sort de cette grotte n'est pas naturel, qu'il y a quelque chose là-dedans, quelque chose d'ancien. 15 mars 1863. 3 hommes refusent de travailler. Ils ont été renvoyés, les autres continuent. Mais je vois la peur dans leurs yeux. Hier soir, Jacques Mourillon a parlé dans son sommeil d'une langue étrange.
Des mots que personne ne comprenait. Ce matin, il est mort. Son cœur s'est arrêté sans raison. 20 mars 1863. La grotte est ouverte. Nous avons percé. L'odeur qui en sort est insupportable, comme de la viande pourrie mélangée à du soufre. L'ingénieur a envoyé 2 hommes explorer. Ils sont revenus tremblants, le visage blanc. Ils ont refusé de dire ce qu'ils ont vu. Cette nuit, l'un d'eux s'est pendu dans sa baraque. Gabriel relève les yeux. Qui a écrit ça? Un contremaître du chantier, François Arnaud. Il est mort 3 jours après la dernière entrée. Marguerite tourne les pages jusqu'à la fin du journal. Lisez la dernière note. 23 mars 1863. Ils ont scellé la grotte, dynamité l'ouverture. L'ingénieur dit que c'était dangereux, instable. Mais je sais la vérité. Ils ont peur. Nous avons tous peur. Ce que nous avons ouvert ne devait pas l'être. Que Dieu nous pardonne. Le journal se termine là. Gabriel le referme lentement. Et vous pensez que c'est lié aux disparitions? Je ne pense pas, je sais. Marguerite se rassoit, joint les mains. Depuis l'ouverture du tunnel, il y a eu des incidents. Des accidents inexpliqués, des trains qui s'arrêtent sans raison au milieu du passage, des maquinistes qui voient des choses sur les rails. Elle se lève, souffle plusieurs bougies. La pièce s'assombrit. 23 ouvriers ont disparu. Marguerite hésite. Ils dormaient dans des baraques près du chantier. Une nuit, ils se sont levés tous ensemble, comme des somnambules, et ils sont entrés dans le tunnel. Le matin, on ne les a jamais retrouvés. Juste leurs outils, abandonnés. Et un message gravé dans la pierre. Quel message? Elle hésite, comme si prononcer les mots va leur donner du pouvoir. Finalement, elle dit « Nous sommes revenus ». Le sang de Gabriel se glace. Presque le même message que celui qu'il a vu. Revenu. Comme si quelque chose d'ancien et de terrible réclamait ses dus. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-il. « Qu'ont-ils libéré ?» Marguerite secoue la tête. « Je ne sais pas, mais... » Elle fouille dans une autre armoire, en sort une carte ancienne, toute jaunie. C'est un plan de la côte méditerranéenne, datant d'avant la construction du chemin de fer. Elle pointe un endroit précis. « Regardez, là où le tunnel a été creusé. » Gabriel se penche. Sur la carte, à l'emplacement exact de la pointe rouge, il y a un symbole qu'il ne reconnaît pas. Une sorte de spirale entourée de signes étranges. Et en dessous, en latin, une inscription. « Locus animarum perditarum », le lieu des âmes perdues. Cette nuit-là, Gabriel retourne au tunnel, seul. Il n'a prévenu ni Vauquelin ni les équipes de recherche. C'est une décision prise dans le silence de sa chambre d'hôtel, alors que Marseille dort autour de lui. Les mots de Marguerite résonnent dans sa tête comme un tocsin. Le lieu des âmes perdues, la grotte scellée, les 23 ouvriers disparus. Il a passé l'après-midi aux archives municipales, feuilletant de vieux registres poussiéreux. 23 disparus en 1863, 32 en 1904. Les nombres tournent dans sa tête comme les rouages d'une machine infernale. Pourquoi cette augmentation? La chose devient-elle plus forte? Maintenant, il se tient à nouveau devant l'entrée du tunnel, sa lanterne à la main, un sac en toile sur l'épaule. À l'intérieur, une corde, un marteau, un ciseau, des allumettes de réserve, et quelque chose d'autre. Un petit sachet de tissu contenant des herbes et du sel que Marguerite lui a donné. « Gardez-le sur vous », avait-elle dit. « Cela pourrait vous protéger. » Gabriel l'a glissé dans sa poche de poitrine, juste au-dessus de son cœur, sans vraiment y croire. Le vent nocturne souffle de la mer, chargé d'embrun et de cette odeur métallique qu'il commence à associer avec le tunnel. Pas de lune cette nuit, juste les étoiles, froides et distantes. Gabriel allume sa lanterne, vérifie que la mèche est bien imprégnée, puis avance vers l'obscurité. Les rails brillent faiblement sous le faisceau de lumière. À chaque pas, Gabriel écoute, tous ses sens en alerte. Mais il n'y a que le bruit de ses propres bottes, le crissement du gravier, sa respiration qui résonne contre les parois. Il atteint l'endroit où les traces de roues s'arrêtent. La valise a été emportée par la police, mais Gabriel peut encore voir l'empreinte qu'elle a laissée. Il s'agenouille, examine le sol. Puis il remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu la première fois. Des empreintes de pas. Nombreuses. Partant de cet endroit précis et s'enfonçant plus profondément dans le tunnel. Ces empreintes n'étaient pas là hier, il en est certain. Les équipes de recherche ont tout documenté. Ces traces sont nouvelles, fraîches, faites dans les dernières heures. Il suit les empreintes. Elles sont étranges. Certaines semblent être celles de chaussures normales, d'autres sont pieds nus. Et il y en a trop. Bien plus de 32 paires.
comme si d'autres s'étaient joints à la procession. Le mot s'impose dans son esprit. Procession. C'est exactement ça. Ces traces ne montrent pas de panique, pas de course. Elles avancent méthodiquement, côte à côte, comme des gens marchant en formation rituelle. Gabriel progresse lentement, la lanterne haute. Le tunnel semble se rétrécir autour de lui, bien qu'il sache que c'est impossible. Les parois suintent d'humidité. Des stalactites de calcaire pendent du plafond, comme des dents. L'air devient plus épais, plus difficile à respirer, chargé de cette odeur de terre et de métal brûlé. Puis il entend quelque chose, un murmure. Si faible qu'il n'est pas sûr de l'avoir vraiment entendu, Gabriel s'arrête, retient sa respiration. Le murmure continue, à peine audible, comme des voix lointaines portées par un vent souterrain qui n'existe pas. Il avance encore. Les empreintes le conduisent vers la partie la plus profonde du tunnel, là où l'obscurité semble avoir du poids, une substance presque palpable. Et soudain, sa lanterne éclaire quelque chose sur le mur de droite, une fissure, large, récente. Les bords sont nets, non érodés, comme si la pierre avait été fendue de l'intérieur par une force immense. Gabriel s'approche, passe sa main sur la surface rugueuse. La fissure fait environ 1 mètre de haut sur 50 centimètres de large. Assez large pour qu'un homme s'y glisse, et de l'autre côté il sent un courant d'air, froid, portant cette odeur de métal brûlé et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, de pourri, de mort. Les empreintes de pas entrent dans la fissure. Le cœur de Gabriel bat si fort qu'il croit qu'il va exploser. Toutes les fibres de son être lui hurlent de faire demi-tour, de courir, de sortir de ce tunnel maudit et de ne jamais revenir. Mais il y a 32 personnes disparues. 18 vivantes quand elles sont montées dans ce train. Peut-être que certaines respirent encore. Peut-être qu'il peut encore les sauver. Il sort sa corde du sac, l'attache à un rail solide. Si quelque chose tourne mal, il pourra suivre la corde pour revenir. C'est une précaution basique. Le genre de choses qu'on apprend quand on travaille avec des machines dangereuses. Toujours avoir une issue de secours. Il enroule l'autre extrémité de la corde autour de sa taille, prend une grande inspiration qui brûle ses poumons et se glisse dans la fissure. De l'autre côté, le monde change. La lanterne révèle une cavité immense, bien plus grande que Gabriel ne l'avait imaginé. Le plafond se perd dans l'obscurité, si haut que même la lumière ne peut l'atteindre. Le sol est irrégulier, couvert de pierres et de quelque chose qui ressemble à de la mousse, mais d'un noir profond, presque lustré, qui absorbe la lumière comme un tissu de velours. Et il y a des rails de chemin de fer, rouillés, couverts de végétation souterraine, mais définitivement des rails. Comme si, à un moment donné, quelqu'un avait construit une voie ferrée ici, dans les entrailles de la terre, loin de tout regard humain. Gabriel avance prudemment, suivant les rails qui disparaissent dans l'obscurité. Les empreintes de pas continuent, plus nombreuses maintenant. Certaines semblent se superposer, comme si les mêmes pieds avaient marché encore et encore sur le même chemin, pendant des années, des décennies peut-être. Au bout de 50 mètres qui lui semblent des kilomètres, la caverne s'ouvre encore davantage. Et Gabriel voit ce qui ressemble à une gare. Une vraie gare, avec un quai de pierre moussue, des bancs de bois pourris, même un panneau indicateur à moitié effondré couvert de rouille. Il s'approche, lève sa lanterne pour lire les lettres décolorées, presque effacées par le temps. La pointe rouge. Station terminus terminus. La fin de la ligne. Mais cette gare n'existe pas sur les cartes officielles. Elle n'a jamais été construite en surface. C'est une gare fantôme, cachée sous la terre, oubliée ou délibérément effacée des registres, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître son existence même. Et sur le quai, Gabriel voit les passagers. Ils sont là. 32 silhouettes immobiles, debout ou assises sur les bancs délabrés, tous tournés vers les rails, comme s'ils attendaient un train qui n'arriverait jamais. Gabriel s'approche lentement, le cœur battant, la lanterne tremblante dans sa main moite. « Bonjour ?» Sa voix résonne étrangement, avalée par l'acoustique bizarre de la caverne. « Je suis Gabriel Montrose. Je viens vous aider, vous sortir d'ici. » Personne ne bouge, personne ne répond. Gabriel avance encore, passe devant une femme assise sur un banc, vêtue d'une robe de voyage bleue élégante. C'est Clémentine Dufour. Il reconnaît son visage de la photographie. Mais ses yeux sont vides, vitreux, fixant un point dans le vide comme si elle regardait quelque chose que lui ne peut pas voir. Il tend une main hésitante, touche doucement son épaule. « Madame Dufour ?» Elle ne réagit pas.
Sa peau est froide, pas glacée comme celle d'un cadavre, mais froide comme de la pierre ancienne, comme du marbre de cimetière. Gabriel retire sa main, recule d'un pas. Il examine les autres. Tous ont cette même expression vide, cette même immobilité de statue de cire. Et puis il remarque quelque chose d'horrible qui lui noue l'estomac. Certains d'entre eux ne respirent pas. Leur poitrine ne se soulève pas. Leur corps ne fait aucun des micro-mouvements inconscients que font les vivants. Ils sont là, debout ou assis, les yeux ouverts, mais ils ne vivent pas vraiment. Ce sont les morts. Les 14 passagers qui étaient déjà décédés avant de monter dans le train. Clémentine Dufour en fait partie. Et là-bas, Gabriel voit Henri Dufour, debout près des rails, le regard fixe et vide, et la petite Léonie, assise sur un banc, une poupée de porcelaine serrée contre elle, exactement comme sur la photographie mortuaire. « Mon Dieu !» murmure Gabriel, sa voix se brisant. Et alors quelque chose bouge dans l'obscurité au-delà du quai. Gabriel pivote, lève sa lanterne d'un geste brusque. Il y a quelque chose là-bas, quelque chose de grand, de massif. Il ne peut pas voir clairement sa forme, juste une silhouette noire contre un noir plus profond encore. Mais il sent sa présence, comme on sent un prédateur dans l'obscurité, une présence ancienne et terrible qui observe, qui attend. Et puis, il entend le sifflet, le même sifflet qu'il a entendu dans le tunnel. Mais cette fois, il est fort, perçant, résonnant dans toute la caverne, comme un hurlement de bête blessée. Et avec le sifflet vient un bruit métallique, le grondement de roues sur des rails, le sifflement de vapeur sous pression, le crissement de freins rouillés. Une lumière apparaît dans les profondeurs de la caverne, jaune, tremblante, maladive, se rapprochant rapidement. Le train disparu revient. Gabriel veut courir, mais ses jambes refusent de bouger. Il est paralysé, hypnotisé par cette lumière qui grossit, par ce grondement qui emplit maintenant tout l'espace, fait vibrer les pierres sous ses pieds. Le train émerge de l'obscurité comme une apparition venue d'un cauchemar, sa locomotive noire luisant dans la lumière de la lanterne, ses vitres opaques et aveugles comme les yeux d'un mort. Il passe devant Gabriel dans un souffle de vent chaud et putride qui sent la terre fraîchement retournée, le métal rouillé et quelque chose d'autre, quelque chose qui fait penser aux charniers et aux tombes ouvertes. 3 wagons, exactement comme décrit dans les rapports. Mais ils sont différents maintenant. Les vitres sont brisées, les éclats pendant comme des dents, les portes pendent de leurs gonds. Et à l'intérieur, Gabriel entrevoit des silhouettes, des dizaines, des centaines peut-être. Bien plus que 32. Le train ralentit, s'arrête dans un crissement de freins rouillés qui déchire l'air. Les portes s'ouvrent toutes en même temps, dans un mouvement synchronisé qui n'a rien de naturel, comme si elles obéissaient à une volonté unique et invisible. Et les passagers sur le quai se lèvent, tous ensemble, comme un seul corps. Ils se tournent vers le train et commencent à marcher lentement, méthodiquement, leurs pas résonnant à l'unisson, vers les wagons ouverts qui attendent comme des bouches affamées. « Non !» Gabriel trouve enfin sa voix. « Ne montez pas, il faut sortir d'ici, je peux vous montrer le chemin. » Personne ne l'écoute. Clémentine Dufour passe à côté de lui sans un regard, sans un signe de reconnaissance, monte dans le premier wagon. Henri Dufour la suit, puis la petite Léonie traînant sa poupée derrière elle sur le quai de pierre. Les autres suivent, un par un, disparaissant dans l'obscurité des wagons. Gabriel attrape le bras d'un homme au passage, tente de le retenir de toutes ses forces. « Arrêtez, vous ne comprenez pas, ce train ne va nulle part. » L'homme tourne la tête vers lui avec une lenteur mécanique. Ses yeux sont blancs, sans pupilles, sans vie. Sa bouche s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Juste un souffle, froid et sec, qui sent la terre humide des cimetières et la mort ancienne. Gabriel lâche prise, horrifié, recule, en titubant. L'homme continue son chemin, monte dans le train comme si de rien n'était. En moins de 2 minutes qui semblent durer une éternité, tous les passagers ont embarqué. Les portes se referment dans un claquement métallique qui résonne comme un couvercle de cercueil. Le train siffle à nouveau, une fois, longue et plaintive comme un appel venu d'outre-tombe. Et puis il commence à bouger, s'enfonçant dans la caverne, retournant vers l'obscurité d'où il était venu, emportant ses prisonniers vers un terminus qui n'existe pas. Gabriel regarde le train disparaître, sa lumière devenant de plus en plus faible, de plus en plus lointaine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, juste le silence absolu de la mort et de l'oubli.
Il se retrouve seul sur le quai fantôme, sa lanterne presque éteinte, tremblant de tout son corps. Et alors, dans ce silence oppressant, il entend une voix derrière lui. Une voix qu'il reconnaît des registres qu'il a lus. « Vous n'auriez pas dû venir ici. » Gabriel se retourne si brusquement qu'il manque de tomber du quai. Un homme se tient là, à quelques mètres, vêtu d'un uniforme de cheminot ancien couvert de suie et de terre humide. Son visage est émacié, ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites comme ceux d'un homme mort depuis longtemps. « Qui êtes-vous » demande Gabriel, la voix tremblante malgré lui. L'homme sourit, mais ce n'est pas un sourire humain, c'est quelque chose de mécanique, de froid. « Je suis François Arnaud, le contremaître, celui qui a écrit le journal que vous avez lu chez la vieille Marguerite. » Il fait un pas en avant, ses bottes ne faisant aucun bruit sur la pierre. « Je suis ici depuis 1863, depuis que nous avons ouvert cette porte maudite. Vous êtes mort depuis 41 ans. » « Oh oui, je suis très mort. » Arnaud regarde autour de lui comme s'il admirait la gare spectrale avec une sorte de fierté perverse. « Nous sommes tous morts ici, les 23 ouvriers de 1863, et maintenant vos 32 passagers de 1904. Dans 42 ans, il y en aura d'autres. Le cycle continue, il continuera toujours jusqu'à la fin des temps. » « Qu'est-ce que c'est » Gabriel pointe vers l'obscurité où le train a disparu, sa main tremblant visiblement. « Qu'avez-vous libéré » Arnaud rit. Un rire creux, sans joie, qui résonne étrangement dans la caverne. Nous ne savons pas vraiment. Une porte, un passage vers quelque chose d'ancien qui attendait sous la terre depuis des millénaires, peut-être depuis la naissance du monde. Nous avons percé la roche en 1863 et nous l'avons réveillé. Il secoue la tête avec ce qui ressemble à du regret. Il prend les âmes, il les collectionne comme un enfant collectionne des papillons épinglés, et chaque fois qu'il en prend, il devient plus fort, peut en prendre davantage. 23 en 1863, 32 en 1904, combien en 1946, combien en 1988. Il faut l'arrêter, il doit y avoir un moyen. On ne peut pas arrêter ce qui n'a jamais vraiment commencé. Arnaud s'approche encore et maintenant, Gabriel voit les détails horribles de son visage de spectre, la peau translucide comme du papier à cigarette, les veines noires visibles dessous comme de l'encre. Les yeux qui ne clignent jamais. On ne peut que témoigner, raconter, avertir, mais personne n'écoute jamais vraiment. Les gens montent toujours dans le train quand ils les appellent. Les passagers vivants, dit Gabriel avec urgence, les 18 qui n'étaient pas morts quand ils sont montés. Où sont-ils maintenant? Arnaud pointe vers l'obscurité avec un doigt décharné, avec les autres, dans le train fantôme. Voyageant éternellement dans les tunnels sous la terre, dans les veines de pierre de ce monde, cherchant une sortie qui n'existe pas, devenant peu à peu comme nous, des ombres, des échos, des choses qui ne sont plus tout à fait vivantes, mais pas encore tout à fait mortes. Non, Gabriel recule vers la fissure par laquelle il est entré, cherche la corde autour de sa taille. Je ne vous crois pas. Je vais sortir d'ici et je vais trouver un moyen de les sauver. Vous pouvez essayer, dit Arnaud avec ce sourire terrible. Mais vous reviendrez. Ils reviennent tous. Dans 42 ans, quand le train partira à nouveau de Marseille, quand la porte s'ouvrira complètement, vous serez là. Vous montrez. Comme nous tous, c'est écrit. C'est inévitable. Gabriel ne répond pas. Il se glisse dans la fissure, suit la corde, court dans le tunnel jusqu'à l'air libre comme un fou. Derrière lui, il entend le rire d'Arnaud, résonnant dans la caverne mêlé au sifflet lointain du train fantôme qui voyage dans les profondeurs infinies de la terre. Mais Gabriel a un plan dangereux, fou peut-être, mais un plan quand même. Les jours suivants, il retourne voir Marguerite. Ensemble, ils étudient les textes anciens, cherchent des indices dans les grimoires poussiéreux et les manuscrits oubliés. Ils découvrent quelque chose dans un livre du XVIe siècle, un recueil de légendes provençales écrit par un moine bénédictin. « Regardez, » dit Marguerite, pointant une page jaunie. Il parle du lieu des âmes perdues. Il dit qu'en 1348, pendant la grande peste qui a décimé l'Europe, les gens de la côte parlèrent d'une grotte où les morts revenaient. Gabriel lit par-dessus son épaule. Les mots sont en ancien français, difficiles à déchiffrer, mais le sens est clair. La grotte existe depuis des siècles, peut-être des millénaires, et elle a toujours pris des âmes. Mais regardez ici, continue Marguerite. Le moine dit qu'en 1181, un exorciste a tenté de fermer la porte. Il a placé des objets sacrés aux 4 points cardinaux de l'entrée, des crucifix en fer béni, de l'eau du Jourdain,
des prières gravées dans la pierre en latin et en hébreu. Cela a fonctionné? Pour un temps. Les manifestations ont cessé pendant plusieurs décennies. Mais la porte s'est rouverte. Elle se rouvre toujours. Marguerite ferme le livre, regarde Gabriel avec intensité. Mais si nous utilisions la même méthode, renforcée, au moment exact où la porte est la plus active, quand le train revient, comprend Gabriel. S'il suit un cycle, il doit revenir. Et quand il revient, c'est là que la porte est la plus ouverte, la plus vulnérable. Marguerite hoche la tête lentement. Le train voyage dans les profondeurs. Mais il doit revenir chercher de nouvelles âmes. C'est sa nature. Le cycle lunaire, peut-être. 28 jours. Gabriel fait le calcul rapidement. Le train est parti il y a 3 jours. Dans 25 jours, il reviendra à la gare fantôme. Et si nous sommes là, si nous avons les objets sacrés, si nous sommes prêts, nous pourrions fermer la porte, termine Marguerite. Puis elle ajoute plus doucement, mais il y aura un prix. Il y a toujours un prix quand on défie ce qui vient de l'autre côté. Un sacrifice. Gabriel sent un frisson le parcourir. Quel genre de sacrifice? Je ne sais pas. Mais les textes sont clairs. Pour fermer une porte entre les mondes, il faut un échange. Quelque chose de vivant pour contrebalancer la mort. Une âme volontaire pour remplacer celles qui sont prises. Alors je le ferai, dit Gabriel sans hésitation. Si c'est ce qu'il faut pour sauver les 18 vivants qui sont prisonniers là-dessous. Gabriel, non. Il se lève, fait les 100 pas dans la petite pièce encombrée. J'ai passé ma vie à servir les chemins de fer, à faire en sorte que les gens arrivent à destination en sécurité. C'est ma responsabilité, mon devoir. Si je peux sauver ne serait-ce qu'une seule de ces âmes, alors ma vie aura eu un sens. Marguerite le regarde longuement, puis hoche la tête. Alors nous avons 25 jours pour nous préparer, pour rassembler ce dont nous avons besoin, et pour que vous fassiez la paix avec votre choix. Les jours passent comme dans un rêve fiévreux. Gabriel recrute discrètement une équipe. 8 cheminots qu'il connaît, des hommes solides qui ont confiance en lui. Il leur parle d'un sauvetage dangereux, d'un accident dans les profondeurs du tunnel. Il ne mentionne pas les morts qui marchent, ni les trains fantômes. Ils ne comprendraient pas. Vauquelin les aide, fournit des équipements, ferme les yeux sur les préparatifs étranges. Le commissaire a vu les tombes vides, il a vu les preuves impossibles. Il sait que quelque chose de terrible se passe, même s'il ne peut pas le nommer. Marguerite prépare les objets sacrés. 4 crucifix en fer forgé, bénis par l'évêque de Marseille lui-même. 4 fioles d'eau prélevées du baptistère de la cathédrale de la Major. 4 parchemins couverts de prières en latin, en hébreu, en grec ancien. Des prières de protection, des prières de bannissement. Le 25e jour arrive. Gabriel rassemble son équipe à l'entrée du tunnel. C'est la nuit. Une nuit sans lune, épaisse et oppressante. Il voit la peur dans leurs yeux, mais aussi la détermination. Ce sont des hommes qui ont vu des camarades mourir dans des accidents ferroviaires. Ils connaissent le danger. Ils savent ce que signifie risquer sa vie. « Nous entrons, » dit Gabriel. « Nous suivons les cordes que j'ai installées. » Nous atteignons la gare souterraine. À minuit précis, le train arrivera. Nous avons peut-être 10 secondes, peut-être moins, pour extraire les passagers vivants. Pas une de plus. « Et s'ils ne veulent pas venir ?» demande un des hommes, un vieux cheminot nommé Claude. « Alors nous les forçons, nous les portons s'il le faut. » Gabriel regarde chacun d'eux dans les yeux. Mais nous ne laissons personne derrière. Personne. Ils entrent dans le tunnel en file indienne, chacun tenant une lanterne qui projette des ombres dansantes sur les parois humides. Gabriel ouvre la marche, suivant le chemin qu'il connaît maintenant par cœur. La fissure apparaît. Un par un, les hommes se glissent à l'intérieur, entrant dans ce monde souterrain qui ne devrait pas exister. La gare fantôme est exactement comme Gabriel l'a laissée. Vide, silencieuse, les bancs de bois pourris, le panneau indicateur penché. Les rails disparaissant dans l'obscurité. Gabriel consulte sa montre de poche. 23h54. 6 minutes avant minuit. Il dispose ses hommes stratégiquement. 4 au coin de la gare, tenant les crucifix. 3 près des rails, prêts à intervenir. 1 à l'entrée de la fissure, gardant la voie de sortie. Gabriel reste au centre du quai, les fioles d'eau bénite dans une main, les parchemins dans l'autre. « Quand le train s'arrêtera, » dit Gabriel à voix basse, sa voix résonnant étrangement dans la caverne, « les portes s'ouvriront, les passagers sortiront. Nous devons identifier les vivants et les séparer des morts, rapidement. Les vivants respireront, leurs yeux seront différents, ils auront peur. » Minuit moins 2 minutes.
Gabriel sent le changement dans l'air, une pression qui augmente, comme avant un orage, une tension électrique qui fait hérisser tous les poils de son corps. Les lanternes vacillent, comme soufflées par un vent qui vient de nulle part. Minuit moins 1 minute, un sifflet lointain, se rapprochant. Les rails commencent à vibrer sous leurs pieds, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Une lumière apparaît dans les profondeurs, jaune et malade. Minuit. Le train émerge de l'obscurité comme un spectre, sa locomotive noire crachant une fumée qui ne sent pas le charbon, mais la terre fraîchement retournée et la pourriture. Il ralentit, stoppa exactement devant la gare. Les portes s'ouvrent dans un grincement métallique qui déchire l'air et les passagers descendent. Gabriel les voit tous, les Dufour en tête. Clémentine, Henri, la petite Léonie, leurs yeux vides, fixés droit devant eux. Derrière eux, les autres morts. 14 silhouettes avançant en formation parfaite, mécanique. Mais ensuite viennent les vivants. Gabriel les reconnaît immédiatement. Leurs yeux sont différents, vitreux, confus, mais vivants. Ils regardent autour d'eux avec une terreur incompréhensible. Leurs bouches sont ouvertes dans des cris silencieux. Ils veulent s'échapper, mais quelque chose les retient, les force à avancer. « Maintenant !» hurle Gabriel. Ces hommes bondissent. Ils attrapent les passagers vivants, les tirent vers l'arrière, loin du train. Ceux-ci résistent d'abord, puis réalisent qu'on essaie de les sauver. Une femme s'effondre en sanglots dans les bras d'un cheminot. Un homme se débat comme un possédé avant de s'écrouler, inconscient. Gabriel compte rapidement. 6, 7, 8, 9. Ils sont en train de les extraire un par un, mais le temps passe. Combien de secondes? 5, 6. Les morts les regardent, immobiles. Leur tête tourne lentement, suivant les mouvements des sauveteurs. Clémentine Dufour fait un pas vers Gabriel, puis un autre. Sa bouche s'ouvre et une voix sort, mais ce n'est pas sa voix. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui fait vibrer l'air même. Vous ne pouvez pas les prendre. Ils nous appartiennent maintenant. Gabriel brandit les fioles d'eau bénite. Ils sont vivants. Ils ne vous appartiennent pas. Tout ce qui entre ici nous appartient. Vous aussi. Vous avez respiré notre air, vous êtes marqués, vous reviendrez. 10 secondes. Doivent être 10 secondes maintenant. Gabriel crie. Sortez, tous, maintenant! Les cheminots se précipitent vers la fissure, portant les passagers vivants. Gabriel compte. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mon Dieu, ils les ont tous. Tous les vivants sont sauvés. Mais alors qu'il se retourne pour suivre son équipe, il sent une main glacée se refermer sur son poignet, comme un étau. François Arnaud est là, surgi de nulle part, son visage décharné à quelques centimètres du sien. « Je vous avais dit que vous reviendriez », murmure le contremaître mort. « Maintenant, vous devez payer. Un échange. 18 vivants sortent. Un vivant doit rester. C'est la règle. C'est le prix. » Gabriel tente de se libérer, mais la poigne d'Arnaud est comme de l'acier. Il sent ses forces le quitter, aspiré par ce contact. Ses jambes se dérobent. Marguerite avait raison. Il y a toujours un prix. Gabriel cesse de lutter. Il regarde vers la fissure où ses hommes disparaissent avec les 18 sauvés. Il pense à eux, à leurs familles qui les reverront, à leurs vies qui continueront. Et il sourit. « D'accord, » dit-il doucement. « Je reste, mais vous devez promettre. Plus personne. Fermez la porte, finissez-en. » Arnaud le regarde avec quelque chose qui ressemble presque à du respect. Votre sacrifice a du pouvoir, le sacrifice volontaire d'un homme bon. Cela pourrait ralentir les choses. Repousser le prochain cycle, mais fermer la porte pour toujours, il secoue la tête. Je ne sais pas, personne ne sait. Gabriel sent sa vision se troubler. Il voit maintenant au-delà d'Arnaud, au-delà de la gare fantôme. Il voit la porte elle-même, une spirale d'obscurité absolue qui tourne lentement au fond de la caverne. Et dans cette spirale, il voit des visages. Des milliers de visages, toutes les âmes que la porte a prises au fil des siècles. Les morts l'entourent maintenant. Clémentine Dufour s'agenouille à côté de lui, pose une main froide sur son épaule. « Vous avez fait le bon choix, » dit-elle avec cette voix qui n'est pas la sienne. « Votre âme fermera la porte, pour 42 ans, peut-être plus, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit assez fort pour ouvrir ce qui ne doit pas l'être. » Gabriel sent sa vie le quitter goutte à goutte, mais ce n'est pas douloureux. C'est comme s'endormir après une longue journée de travail. Il pense à sa femme, morte 10 ans plus tôt de la tuberculose. Peut-être qu'il va la revoir. Peut-être que la mort n'est pas une fin, mais un passage.
Le train siffle une dernière fois, les portes se referment, il commence à bouger, s'enfonçant dans l'obscurité. Gabriel est maintenant à l'intérieur, assis sur un banc de bois, entouré des passagers morts qui le regardent avec ce qui ressemble presque à de la gratitude. François Arnaud s'assoit à côté de lui. « Bienvenue à bord, contremaître Montrose. Le voyage ne se termine jamais, mais au moins maintenant vous avez de la compagnie, et vous avez sauvé 18 âmes. C'est plus que la plupart d'entre nous ne feront jamais. » Gabriel ferme les yeux. Le train roule dans les ténèbres infinies, emportant son dernier passager vivant vers un terminus qui n'existe pas, pendant que dans le monde au-dessus, la fissure commence lentement à se refermer, scellée par le sacrifice d'un homme bon. Marseille, 25 décembre 1904, 2 mois après la disparition. La neige tombe sur la ville méditerranéenne, un événement rare qui transforme les rues en paysage d'outre-monde. Dans le bureau du commissaire Vauquelin, un feu crépite dans la cheminée. 18 personnes sont assises en demi-cercle, enveloppées dans des couvertures, tenant des tasses de thé chaud qui tremblent dans leurs mains. Ce sont les survivants, les 18 passagers vivants extraits du train fantôme. Ils se sont tous rétablis physiquement, mais leurs yeux portent encore l'ombre de ce qu'ils ont vu. Certains parlent dans leur sommeil, d'autres ne prennent plus jamais le train. Tous se souviennent. Vauquelin se tient devant eux, un rapport à la main. La version officielle est simple, dit-il d'une voix fatiguée. Accident ferroviaire, déraillement dans le tunnel. 18 survivants miraculeusement sauvés par une équipe de secours menée par Gabriel Montrose, morts pendant les opérations de sauvetage. Les 14 autres passagers, leurs corps n'ont jamais été retrouvés, présumés morts. Une femme lève la main. C'est Élise Beaumont, l'une des survivantes. Et la vérité, commissaire? Vauquelin hésite. Puis il dit: la vérité est que Gabriel Montrose vous a sauvé de quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose d'ancien, d'impossible. Et qu'il a donné sa vie pour que vous puissiez vivre les vôtres. Le tunnel, demande un homme, Paul Mercier, un commerçant qui n'a plus jamais ouvert sa boutique depuis. Dynamité, les 2 entrées. Des tonnes de roches le scellent maintenant. Un nouveau tracé a été construit, contournant la pointe rouge. Le tunnel sera oublié, effacé des cartes. Vauquelin plie le rapport. C'est mieux ainsi. Mais tous dans la pièce savent que ce n'est pas fini. Que quelque chose dort là-dessous, dans les profondeurs, attendant. Patient. Marguerite Sevran entre dans le bureau, courbée sur sa canne. Elle regarde les survivants avec ses yeux perçants. « Vous avez tous été marqués, » dit-elle sans préambule. « Vous avez touché l'autre côté. Certains d'entre vous auront des rêves, des visions. Vous entendrez parfois un sifflet dans la nuit quand il n'y a pas de train. » « Que devons-nous faire ?» demande Élise, la voix tremblante. « Vivre, vivre pleinement. C'est ce que Gabriel aurait voulu. » Marguerite sort un paquet de son sac, le donne à Vauquelin. « Ceci contient tout ce que je sais. Les archives, les journaux, les cartes. Gardez-les. Dans 42 ans, en 1946, surveillez ce tunnel. Même scellé, même oublié, surveillez. »« Vous pensez que ça recommencera ?» demande Vauquelin. « Je ne sais pas. Le sacrifice de Gabriel était puissant, un homme bon qui a choisi de donner sa vie. Cela a peut-être changé quelque chose, repoussé le cycle, affaibli la porte. » Elle marque une pause. Ou peut-être que ça n'a fait que retarder l'inévitable. Le soir tombe sur Marseille. Les survivants se dispersent, retournent à leur vie, portant le fardeau de leur survie. Vauquelin range les archives dans un coffre-fort du commissariat avec une note pour ses successeurs, à ouvrir en 1946. Et dans le tunnel scellé, sous des tonnes de roches, dans l'obscurité absolue, le train fantôme continue son voyage éternel. Gabriel Montrose est assis dans le dernier wagon, regardant par la fenêtre brisée vers un paysage qui n'existe dans aucun monde. À côté de lui, François Arnaud fume une pipe qui ne produit pas de fumée. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit Arnaud. « Je ne me souviens plus de mon visage, ni du son de ma propre voix quand j'étais vivant. Tout s'efface ici. Tout sauf le voyage. » Gabriel ne répond pas. Il pense aux 18 qu'il a sauvés, à Élise qui va se marier l'année prochaine, à Paul qui va rouvrir sa boutique au printemps, à tous ceux qui vont vivre, aimer, avoir des enfants, vieillir sous le soleil de Provence. Son sacrifice n'était pas vain. Le train siffle, un son mélancolique qui résonne dans les tunnels infinis sous la terre. Et Gabriel Montrose, contremaître des chemins de fer, commence son dernier et éternel voyage. Marseille, 1946. 42 ans exactement après la disparition,
un jeune commissaire nommé Laurent Dubois ouvre le coffre-fort du commissariat central. À l'intérieur, il trouve les archives laissées par Vauquelin, mort depuis longtemps. Il lit les rapports, examine les photographies jaunies, étudie les cartes. Il ne croit pas un mot. Mais par curiosité professionnelle, il envoie 2 agents vérifier le tunnel scellé. Ils reviennent le lendemain, pâles, tremblants. La roche a commencé à se fissurer, de l'intérieur, et dans la nuit, ils ont entendu quelque chose. Un sifflet. Lointain. Étouffé. Le sifflet d'une locomotive. Dubois referme les archives, les remet dans le coffre, ajoute sa propre note, à ouvrir en 1988. Le cycle continue. Il continuera toujours. Parce que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais vraiment. Elles attendent simplement, patientes, affamées. Et dans les profondeurs, le train roule. Gabriel Montrose regarde par la fenêtre vers l'éternité. Il a sauvé 18 âmes en 1904. Mais combien d'autres devront être sauvées dans les années à venir? Combien d'autres, Gabriel Montrose, devront se sacrifier? Le train siffle à nouveau. Un appel à travers les âges. Un avertissement à travers le temps. La bouche du diable est toujours ouverte. Et elle a toujours faim.